Merci beaucoup à vous trois. Bon, vous voyez comme l'harmonie fonctionne dans le réseau, puisqu'on peut vous laisser les clés, vous tenez les délais, et vous avez préparé vos interventions. J'ai des questions un peu, je ne sais pas par laquelle commencer, mais je vais commencer peut-être par les usages et donc poser la question peut-être à Mérena, Rémi. Qui utilise les films de famille, puisque c'est une partie importante de vos fonds? Quels sont les usages et les usagers? Alors, à la Cinémathèque de Bretagne, on a énormément de demandes, donc ce qu'on appelle la vente d'images, des demandes de réalisateurs, de sociétés de production pour réutiliser les films de famille dans de nouvelles productions. Ça peut être aussi, comme l'expliquait Vincent Morel ce matin, d'Astume, beaucoup d'expositions qui utilisent de plus en plus ces fonds. En termes de diffusion culturelle aussi, il y a beaucoup de spectacles, des ciné-concerts, des ciné-théâtres, enfin voilà, beaucoup de créations contemporaines se fait aujourd'hui à partir des archives. Donc il y a vraiment une diversité en fait des utilisations qui rend ce matériau extrêmement intéressant. Je pense qu'il y a autant d'utilisateurs de l'image d'archives amateurs que de créateurs, en fait, que de cinéastes amateurs à l'époque. En fait, toute typologie, tout type de personne peut réutiliser une image d'archive pour ses propres besoins. La Mévéna a cité effectivement les milieux associatifs, professionnels, mais il faut aussi parler du propre déposant, puisque à la base, notre travail, c'est d'avoir une réciprocité auprès du déposant, c'est de lui restituer l'image. Donc, avant tout, nous avons un travail de construction mémorielle et de restitution de l'image à ces déposants-là, une sorte de réciprocité. Nous conservons, nous utilisons, mais nous restituons en premier lieu l'image. Et après, effectivement, tout ce qu'a dit Mévéna, c'est véritablement les nouveaux récits, la nouvelle vie de l'image, en fait. Et je sais que j'ai vu sur le site de Cyclic qu'il y avait des ateliers autour du mashup, que le mashup était mis en avant actuellement. Oui, c'est un outil qui est de plus en plus utilisé par différentes structures, qui a pour but de simplifier et de rendre accessible l'idée du montage aux plus jeunes et même à des personnes qui ne connaissent pas le montage. Et donc, et ça nous permet, hein, parce que le mashup, ça utilise entre autres l'image d'archive, mais ça utilise aussi des images en prise de vue réelle, très contemporaines. Mais pour l'image d'archive, c'est très intéressant parce qu'on est véritablement ancré dans le réel. Et pour les plus jeunes, on peut par exemple parler d'un film qui se passe dans une ferme et recréé par un procédé très simple au niveau des cartes. Puisque le mashup, c'est en fait la création d'une table lumineuse avec des cartes que l'on pose. Et on peut interposer une image, un son et une voix off, etc., etc. Et donc recréer par exemple la journée type d'infirmier de l'époque des années 60. Et c'est à la fois un travail sur l'histoire, à la fois un travail de montage et donc de l'éducation à l'image. Merci beaucoup. Et je voudrais revenir à la présentation de Rémi et notamment à cette carte du maillage. Et j'invite aussi aux personnes dans la salle à brancher les micros et à intervenir. Hein. Cette carte du maillage qui est réalisée en partie, de toute façon, je ne connais aucun réseau qui soit absolument exhaustif, mais je me demandais sur le sud-ouest si comment ça s'articulait avec les cinémathèques nationales. Est-ce qu'une cinémathèque nationale qui a ses propres outils, qui a ses ressources techniques, d'hébergement, donc ressent pas le besoin forcément d'intégrer un réseau, mais qui peut aussi être elle-même servir les associations locales, comment vous vous articulez avec ces structures nationales? Après, je vais peut-être commencer, je laisserai Stéphanie compléter. Certaines structures ont développé leurs propres solutions en interne. On pense notamment à la Cinémathèque de Nouvelle-Aquitaine, qui a fédéré un réseau avec différentes structures, le Fonds audiovisuel de recherche à La Rochelle, Trafic Image sur Angoulême et la Mémoire audiovisuelle de Bordeaux. Donc, eux ont développé leur propre solution qui s'appelle le PILS, et qui, grosso modo, fait à peu près ce que fait Diaz Interregio, Diaz, mais en moins bien. Mais ça, ça c'est juste pour la boutade, mais voilà, en tout cas, c'est leur volonté de faire comme ça. Et pour ce qui est des structures nationales, certaines utilisent l'outil développé par le CNC notamment, et d'ailleurs qui a été
qui est en cours aussi. Il y a un outil qui est en cours de développement qui va bientôt sortir. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Peut-être que Stéphanie a plus d'informations. Garance, oui. Voilà. Mais voilà, donc l'outil Garance qui, lui, a un éventail aussi très large au niveau des fonctionnalités et qui, il me semble, a un volet aussi sur ou en tout cas qui peut être utilisé pour les formats amateurs. Donc c'est pourquoi certaines structures nationales n'utilisent pas l'outil Diaz. Oui. Et justement, quand on parlait de la reconnaissance des pairs, le CNC, etc., on fait aussi en sorte d'avoir des points réguliers pour que nos outils soient complémentaires et qu'ils ne soient, enfin, en tout cas, qu'il y ait une logique de complémentarité et non une logique de surcouche en fait territoriale. Tout à fait. Quand j'évoquais tout à l'heure le travail sur la liste des genres, notamment avec le CNC, c'est vraiment pour que nos outils essayent de tendre à aller dans le même sens et d'avoir une interopérabilité possible en vue de mise en ligne commune, par exemple sur les fonds amateurs, qu'ils soient indexés sous Garance ou sur Diaz par la suite. Donc ça, c'est des horizons très lointains, mais on a toujours travaillé en tout cas en étroite relation avec le CNC qui nous soutient et qui regardent attentivement ce qu'on fait, et on s'inspire beaucoup aussi de leurs travaux. Mais donc c'était aussi sur ça la particularité en fait de l'outil quand je parlais de support de référence, de support unique, les collections qui sont indexées sur Garance, donc les films de patrimoine, ce sont énormément de copies qui ne sont pas uniques, qui sont des différents supports d'un même contenu. Ce qu'on a moins l'habitude de traiter sur Diaz, même si on en a, notamment, je parlais de Ciné-Archive qui le fait beaucoup. Mais voilà, donc en fait, on se retrouve avec des structures qui vont traiter des collections plurielles au sein d'une même structure, à la fois du film professionnel et du film amateur, et qui peuvent utiliser un outil ou un autre. Et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir, dans un avenir futur, pouvoir croiser ces collections. Pascal Legrand. Oui. Alors, je voulais compléter, puisque je travaille au CNC, alors je ne travaille pas à la direction du patrimoine cinématographique, je m'occupe d'archives administratives de l'ensemble du CNC, mais effectivement, en fait, l'outil Garance, c'est déjà le fruit d'une collaboration entre la Cinémathèque de Toulouse, la Cinémathèque française, l'Institut Jean Vigo, donc voilà, il y a déjà aussi, c'est le fruit déjà d'une collaboration, et la DPC, donc la direction du patrimoine cinématographique, elle a quelques films amateurs, mais bon, voilà, généralement des grandes familles, surtout à l'époque du muet. Voilà, alors elle a hérité en quelque sorte des collections nitrates, enfin voilà, qui ont été conservées par l'État pour des raisons de sécurité liées au support. Donc déjà, il y a cet aspect-là. Et puis ensuite, ce sont évidemment, d'où le fait qu'il y ait plusieurs copies, c'est que ce sont des films généralement commerciaux, qui ont eu une vie. Il y a beaucoup de copies d'exploitation commerciale, et donc du coup, et qui viennent des fois de différents déposants. C'est pas forcément. Et donc du coup, il faut gérer aussi les doublons, puisque le CNC est très, à part quelques films dont l'État a été le commanditaire, il y a très peu de films qui sont la propriété de l'État. Donc du coup, c'est beaucoup de dépôts, de déposants, donc très peu de dons. Et donc, il faut gérer les copies, les doubles copies qui viennent de déposants différents. Et voilà. Donc, une activité assez différente. Quelle est la spécificité finalement de Diaz Interregio par rapport aux structures, la nature du film, le film amateur, certainement? Oui, en fait, la spécificité, c'est ce qui a été posé comme étant un jalon étatique, en fait, le dépôt légal. En fait, les missions des structures régionales sont avant tout, enfin, en tout cas pour ce qui concerne le film amateur, en dehors du dépôt légal. C'est-à-dire que nous, on fait tout ce que les structures type INA, CNC, Cinémathèque française, enfin, en gros, on complète ce travail. On a vraiment un travail complémentaire. Et on en revient tout à l'heure à la carte, encore une fois, et au maillage, au réseau. Aujourd'hui, les déposants avec qui nous traitons ont connaissance de nos activités. C'est beaucoup plus simple aussi pour faire des dépôts. En fait, on est une sorte d'agent complémentaire à ce que peuvent faire les structures nationales. Et en soi, la mission est la même, mais et le résultat est le même, la volonté est la même, mais avec des déposants qui sont différents.
Et on a réussi à s'entendre sur un nom, pardon, on a réussi à s'entendre sur la défense de la mémoire filmique des territoires, et c'est cet objet que les membres de Diaz Interregio souhaitent préserver et donc sur lequel on travaille. En fait, si je peux compléter par un petit point historique vite fait, c'est que les premières structures qui sont apparues, donc la Cinémathèque française dans les années 30, puis après la Cinémathèque de Toulouse, ont été créées comme association loi 1901, donc déjà dans une structure assez proche des vôtres, et par des cinéphiles, Henri Langlois, Raymond Borde, et qui avaient une optique évidemment, eux, de préserver les films qu'ils trouvaient dans les ventes, dans les foires. Et donc, c'était des films, comment dire, qui sont des films d'édition, hein, tout ça, voilà, qui sont devenus des films de patrimoine, mais qui à l'époque étaient des films. Il y avait une loi qui interdisait de réutiliser, de conserver les films parce qu'on avait besoin de la matière filmique, de la pellicule tout simplement, et qu'il fallait réutiliser. Et c'est contre cela que Henri Langlois s'est insurgé et qu'il a initié une conservation à grande échelle des films qui sont devenus patrimoniaux, mais des films commerciaux qui étaient à l'origine diffusés dans les foires, bon, voilà, au début du cinéma, puis après ça a pris de l'ampleur. Et en fait, l'État n'est intervenu que en 1969, on l'appelait le service des archives du film, qui a été rattaché au CNC parce que c'était la structure admin de l'État qui s'occupait du cinéma, au ministère de la Culture, enfin au ministère de l'Industrie, puis au ministère de la Culture. À partir de 1959, il n'y a pas de structure d'administration centrale qui s'occupe du cinéma. C'est le CNC qui est à la fois opérateur de l'État et qui fait office aussi d'administration centrale, qui propose les lois. Enfin voilà. Donc le CNC est un peu on va dire un objet un peu bizarre au niveau administratif, puisqu'il est à la fois administration centrale et opérateur de l'État. Donc voilà, c'est cette perspective historique qu'il faut mettre en... Et alors, toujours dans la relation entre les structures plus nationales et d'autres réseaux et Diaz Interregio, le fait que vous vous définissiez comme mémoire filmique des territoires, ça vous rapproche naturellement des missions des archives, des centres d'archives. Donc, on comprend mieux les objectifs à plusieurs années là, de se rapprocher des archives départementales et municipales. Certaines archives départementales font véritablement ce travail au même titre qu'une cinémathèque. On a aussi commencé à recenser les différentes... dans le fonctionnement au sein des différentes archives départementales, si à chaque fois il y a un responsable des fonds audiovisuels, s'il y a un service de numérisation film, donc notamment les archives départementales du Puy-de-Dôme, les archives départementales de la Seine-Saint-Denis sont très en avance sur cette thématique. Et l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte que toutes les structures archivistiques qu'ils souhaitent puissent poursuivre sur cette voie-là, notamment dans les territoires dans lesquels il n'y a pas de cinémathèque régionale, puisque quand c'est le cas, souvent les structures fonctionnent ensemble. L'exemple de la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l'Ain, c'est un traitement des documents par la Cinémathèque, une valorisation principalement chapeautée par la Cinémathèque, mais une conservation à l'initiative des archives départementales des 3 départements concernés. D'accord. Donc, en fait, on a un réseau qui permet ensuite de remailler avec d'autres réseaux et d'autres structures fédérées. Et je voudrais revenir aussi sur la question de l'internationalisation. Là, ça concerne tout le monde. Vous avez évoqué d'autres pays. Est-ce que d'autres, des associations, des structures, cinémathèques de pays limitrophes ou d'autres pays pourraient adhérer à Diaz Interregio ? Oui, tout à fait. C'est l'objectif aussi de défendre ce modèle de réseau et de pouvoir le dupliquer à l'international. Donc, on a les collègues les plus proches, donc en Italie, autour de Home Movie à Bologne, qui sont intéressés pour pouvoir fonctionner de cette façon-là. Donc là, la seule difficulté, le modèle, il est facilement réplicable, c'est la traduction de la base de données et l'interrogation sur la traduction du thésaurus. On a vu donc les 24 000 termes réduits en 20 000 termes, mais on a encore tous les synonymes. Enfin, ça fait quand même énormément de mots-clés. Est-ce que l'intérêt, c'est de repartir d'un thésaurus vierge ? Enfin, c'est des questionnements qu'on doit mener. C'est aussi un objectif
On en a beaucoup, il faut qu'on passe étape par étape, mais effectivement, ça peut être intéressant. Et puis, on avait aussi des collègues en Amérique du Sud, donc pour un réseau hispanophone qui était intéressé pour dupliquer ce modèle-là, puisque on n'a pas parlé, je ne crois pas qu'on a donné les tarifs, mais en fait, le droit d'entrée au réseau, c'est 2 000 €. Et ensuite, chaque année, les adhérents dépensent 1 800 €, 300 € d'adhésion, 1 500 € de fonds de mutualisation, ce qui est peu pour un développement de l'ordre de dizaines de milliers d'euros à chaque fois qu'on a un chantier en cours. Donc, voilà. Et est-ce qu'il y a les structures sont vraiment, c'est toujours une approche régionale ou est-ce qu'il y a des thématiques qui ne sont pas régionales particulièrement? On a plusieurs structures thématiques, oui. On a Ciné-Archives, donc les archives du Parti communiste, le Centre du visuel Simone de Beauvoir sur les archives du matriarcat, disons, le matrimoine, la défense du matrimoine. On a donc la French Line aussi, qui est sur les archives des compagnies transatlantiques. Est-ce que j'en oublie dans les thématiques? Bah si, la Cinémathèque d'images de montagne de Gap, c'est un schéma particulier, puisqu'au départ, elle a une vocation territoriale, mais c'est Cimalp au départ. Et en fait, ça devient la Cinémathèque d'images de montagne qui va conserver bien plus de films finalement sur le Tibet et l'Himalaya que sur Gap et alentour. D'accord, effectivement. Et est-ce que vous avez, alors là c'est peut-être plutôt pour toujours Stéphanie qui peut répondre, on a donc on voit la diversité, on voit aussi certainement des structures qui ont des constructions plus ou moins politiques et plus assez différentes. Certaines sont vraiment des constructions de volonté de région, hein, et d'autres sont plutôt des associations venant d'initiatives privées. Cette diversité de structures, la diversité aussi des politiques d'acquisition, puisque finalement vous vous êtes construit autour de l'outil, hein, et de la mise en commun de ressources informatiques. Et c'est intéressant de voir aussi comment le numérique, l'informatique, ça finit par structurer des choses. Est-ce qu'il y a des exemples de projets ou de choses qui ne peuvent pas fonctionner du fait de cette diversité? Et puis, comment est-ce qu'on résout quand il y a de trop grandes diversités? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on dégaine comme outil pour finalement harmoniser ou prendre des décisions dans ces cas-là? Alors, la première chose, c'est de ne pas être bloquant, en fait. C'est que l'outil puisse continuer de servir à tous. Après, effectivement, on a des pratiques divergentes au sein des membres de Diaz Interregio. On ne peut pas le nier. C'est pourquoi, tout à l'heure, je posais la question aussi de la politique de conservation des supports originaux. Parce qu'au sein de Diaz Interregio, c'est un questionnement. Elles sont peu, et puis on ne les citera pas, les structures qui n'ont pas dès les origines conservé les originaux. Mais cette politique de retourner à l'original aujourd'hui, puisqu'on a avancé en termes de possibilités de numérisation, on voit le travail monumental que ça représente. Et si on avait pris les choses plus en amont en ayant une politique de conservation immédiate, ça aurait pu faire gagner du temps pour ces structures. Donc, on a des divergences, et c'est pour ça que je parle à chaque fois qu'on fait des formations de réharmonisation. On a une philosophie commune, on a des pratiques communes, on se rejoint plus qu'on ne s'éloigne, mais sur certains fonctionnements, on n'opère pas tous de la même façon. Donc, il y a une première chose, c'est que chaque structure n'utilise pas forcément toutes les possibilités de la base de données. Toutes les structures ne font pas forcément de la vente d'images. Voilà, donc ça, c'est une première chose. Ensuite, au niveau politique, on s'harmonise, mais s'il y a veto, en quelque sorte, on ne pourra pas le faire. Si certaines structures, donc le portail commun, ça c'est une volonté commune. Ensuite, les différentes possibilités que pourront offrir le portail commun. On s'assure au sein de Diaz Interregio que techniquement c'est possible. On peut proposer de la vente d'images communes, on peut proposer par exemple ce qui a été fait, je voyais tout à l'heure à la réunion, une participation des utilisateurs, de dire ils viennent déposer leurs films, que ce soit des producteurs régionaux ou des amateurs qui viendraient de leur propre initiative déposer. Techniquement, c'est des choses qu'on est en capacité de faire. Après, est-ce que ça va être un souhait partagé? On ne sait pas. Et donc, voilà, s'il y a veto à un moment donné, soit
ça fonctionne et on peut monter le projet ensemble avec une structure qui ne participerait pas, ce serait aussi envisageable. Soit on décide de ne pas monter le projet, soit on arrive à tous se concerter, mais voilà, en fait, on a des façons de fonctionner différentes, mais on n'a jamais été confronté à un problème de sortie d'un membre qui ne se retrouverait plus dans la philosophie de l'outil ou de la structure. Ça, c'est pas arrivé encore. C'est une fédération et c'est pas une centralisation, en fait. Voilà. Et là, Diaz Interregio n'a pas pour objectif de s'immiscer dans la structure même. C'est avant tout la mise en commun de l'outil, le travail au bon fonctionnement de cet outil et de ce réseau, mais voilà, que ce soit le conseil d'administration ou bien le bureau, reste tout à fait neutre sur la politique même de la structure. Mais ça peut être aussi, dans le cadre d'un portail commun ouvert au public, un peu déroutant peut-être d'avoir des films de féministes, du film sur les femmes, des films sur les coiffes bretonnes. Est-ce que c'est pas, ça demande une réflexion aussi en termes d'accès au fonds, évidemment, pour les usagers qui ont moins de reconnaissance. Tout à fait. L'objectif, c'est voilà, vraiment, c'est pour ça que la partie éditorialisation, elle prime pour le grand public et pour le guider. Et puis ensuite, pour les personnes qui ont l'habitude, en fait, celles qui attendent l'outil, donc les recherchistes notamment, qui ont l'habitude d'aller interroger chaque portail régional, quand ils auront un accès à l'ensemble des données, ce sera beaucoup plus simple pour eux. Après, est-ce que les médias seront disponibles sur le portail commun ou est-ce qu'on renverra sur les sites des structures? Est-ce qu'il y aura un équilibre entre des collections qui sont très importantes comme à la Cinémathèque de Bretagne ou chez Cyclique ou dans des plus petites structures comme à la Cinémathèque de Saint-Étienne? Voilà, c'est des questionnements qui ont lieu. Je pense le fait qu'on soit nombreux, et je parlais de cette complémentarité, fait qu'on devrait proposer quelque chose qui soit bien fait, j'espère, parce qu'on est plusieurs cerveaux justement à y réfléchir. Et après, voilà, de ne pas bloquer, de fonctionner avec les envies de chacun. Et je complète ce que Stéphanie dit, c'est qu'à l'origine, même nos structures possèdent des fonds complètement hétérogènes. En fait, on a différentes natures de fonds dans nos propres collections. Donc, créer un portail commun avec différentes collections, ça ne posera pas tant de soucis, je pense, mais il faudra faire une sélection, effectivement, et il faudra parler du côté éditorial. Mais c'est l'évolution naturelle, je pense, du réseau. Aujourd'hui, d'avoir cet outil commun, c'est de rappeler un peu ce que je disais tout à l'heure, d'avoir un poids au niveau des collections, au niveau de la... Aujourd'hui, effectivement, le poids, c'est le réseau, mais demain, le poids, ce sera aussi la matière qu'on garde chez nous et ce que l'on peut réutiliser. On n'a pas véritablement de portail où on peut visualiser la puissance, mais la richesse surtout, la richesse des collections. Et demain, on l'aura. Et pour rebondir sur ce que dit Rémi, ce portail commun, c'est aussi pour chacune des structures une très belle opportunité justement de mettre en valeur ces collections et de pouvoir aussi montrer, là par exemple, sur l'exemple de la Bretagne, que justement on n'a pas des collections uniquement sur la Bretagne et sur les coiffes, mais justement de permettre à l'ensemble des utilisateurs de découvrir qu'effectivement, en Savoie, on peut avoir des collections sur la Bretagne, et en Bretagne, des collections sur les Outre-mer, enfin voilà, peu importe, mais que vraiment ouvrir aussi le regard des futurs utilisateurs sur ces collections. Les aider à tracer les choses, effectivement, sur le territoire. Pascal Legrand, qui a levé la main? Oui. J'ouvre mon micro. Alors, j'ai une question un peu globalisante qui n'a peut-être pas un intérêt si flagrant que ça, mais là, vous avez évidemment présenté beaucoup d'éléments autour de l'outil. On comprend bien que beaucoup de choses se sont fédérées autour de l'outil. Et est-ce que, donc ma question est la suivante, est-ce que vous confrontez, le mot est peut-être un peu fort, confrontez vos pratiques sur la collecte? Est-ce que vous pouvez me dire 2 mots sur ces différences potentielles ou pas entre les différentes institutions? Est-ce que c'est quelque chose qui vous interroge? On n'a pas de commission collecte en ce moment, mais effectivement, on a déjà échangé, notamment au sein de ces formations, sur les différentes pratiques de collecte de chacun.
Actuellement, les structures sont principalement dans le cadre de collecte passive et reçoivent en grande majorité les fonds, puisqu'elles ont déjà, pour beaucoup, elles sont implantées depuis un certain moment sur le territoire, elles sont connues et donc elles gèrent l'arrivée ce qu'on appelle la collecte passive qui prend déjà beaucoup de temps. Et des campagnes de collecte sont en cours sur des thématiques, je pense notamment en ce moment à Mira en Alsace et d'autres. Donc il y a des échanges qui sont faits de façon plutôt informelle, mais c'est tout à fait passionnant comme sujet la collecte. Je ne sais pas si vous voulez rajouter, Rémi. Oui, si après il y a des moments d'échange un peu plus informels, pas forcément directement dans le réseau Diaz Interregio, mais le réseau Diaz Interregio permet de créer du lien entre différentes structures et des structures qui échangent en direct. On peut confronter effectivement nos actions de collecte à la fois sur effectivement la façon de le faire, le côté passif, le côté actif, mais aussi sur la nature des fonds qu'on soulève. Est-ce qu'une structure prend tous les fonds ou fonctionne par notion de collection et donc va plus faire du carottage dans tel et tel territoire? Tout ça, c'est des questions qu'on se pose indirectement. Diaz Interregio n'a pas forcément cette vocation première parce que c'est l'outil, mais ça fait partie de nos actions. Et pour compléter, pour finir, juste pour dire que la plupart des membres font partie d'autres réseaux aussi, notamment le réseau Inédit, qui est un réseau à l'échelle européenne qui recense les structures aussi qui travaillent autour du film amateur. Et c'est aussi par ce réseau que beaucoup d'échanges peuvent s'effectuer sur notamment les pratiques de collecte. Voilà. Merci. Et oui, et sur la collecte, effectivement, le réseau soulève aussi des questions, comme le disait Rémi, sur le contenu des films, par exemple, qui nous sont déposés. Quand on a un fonds entier avec des films qui concernent, par exemple, la Bretagne ou une autre partie du fonds qui concerne une autre région, voilà, qu'est-ce qu'on va faire de ce fonds? Est-ce qu'on va l'éclater? Est-ce qu'on va proposer à l'autre structure de conserver une copie numérique peut-être du film en question qui intéresse son territoire? Enfin voilà, il y a énormément de questions qui sont soulevées de toute façon au quotidien dans notre travail, que ce soit sur la collecte ou sur, on l'a dit tout à l'heure, sur des pratiques professionnelles, sur la vente d'images ou sur des diffusions, et de pouvoir compter sur les expériences des autres membres qui sont peut-être plus axés sur un domaine. Enfin voilà, on échange énormément sur plein de sujets variés, et c'est ça qui fait la force du réseau, je trouve. Et le réseau aussi permet d'échanger des fonds. Logiquement, la plupart des structures, une fois qu'elles ont un fonds, elles ont identifié le fonds. Par exemple, Cyclic soulève des films sur les littoraux bretons. Ça ne va pas rester dans nos collections. On va appeler la Bretagne et savoir si ça les intéresse. Et inversement, pour des collections en Val-de-Loire, par exemple. Entendu. D'autres questions? Ou est-ce que vous avez suffisamment pris connaissance du réseau Diaz Interregio? Je vous remercie. Je remercie les intervenants de la journée, s'ils sont toujours là, des deux tables. Et je remercie Martine Samblima-Baru, nos trois intervenants de la deuxième table. Je voudrais vous signaler, avant de nous quitter, que la prochaine session aura lieu le 6 juillet, mercredi 6 juillet, aux Archives nationales, mais aussi en diffusion en ligne, et sur le thème de l'archivage des procès filmés. Donc, on passe d'une thématique à l'autre. Voilà. Merci beaucoup sur ces échanges très riches, vraiment intéressants autour du patrimoine régional. Comme d'habitude, nous allons monter les interventions et les mettre en ligne sur notre carnet hypothèse. Vous pourrez les retrouver et pour approfondir un peu. Merci. Merci. Bonne journée. Merci. Au revoir. Je vous souhaite une excellente journée.